À la page 94 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre une troisième situation dans la section 3.7 de Séguin, où on nous demande de travailler avec la mise à la terre, situation qui inclut également la question instantanée 1. Je vais vous demander d'aller prendre connaissance de la situation et de la question aux pages 266 et 267 de Séguin, et surtout de se mettre sous l'œil le circuit électrique, parce qu'on ne peut pas résoudre un circuit tant qu'on n'a pas vu comment c'est branché. Après une première lecture, on va identifier ce qui est connu. Donc, on avait une première pile de 4 volts, une deuxième pile de 8 volts, une troisième pile dans le circuit de 5 volts. On avait une résistance de 2 ohms, de 4 ohms et de 3 ohms. Et à la situation 3, on nous demandait quel est le courant dans les trois résistances. Puis à la question instantanée 1, le courant dans les deux piles. Donc, dans les faits, on nous demande le courant partout. J'aurais pu rajouter pour les 6 items si on veut. Et encore une fois, je me suis mis une référence qui n'est pas apparue immédiatement. J'aurais pas dû la décacher immédiatement, mais c'est plus parce que, étant donné que j'utilise la méthode, la mise à la terre, ben, je vais fixer un point égal à 0. On y reviendra tout à l'heure. Donc, personnellement, je redessine toujours le circuit pour essayer de le mettre dans une forme la plus facile à résoudre possible. Mon truc, c'est de regarder quelle est la plus grosse pile, de penser que celle-là va mener tout le reste du circuit. Donc, regardez le circuit, imaginez du courant qui part de la pile de 8 volts. Est-ce qu'il va gagner? Bien, première des choses aussi, je vais souvent regarder si le courant qui sort justement de cette plus grosse pile-là va être, si on veut, combiné à une autre pile qui va être favorable, qui va les deux vont pousser le courant dans le même sens, si on veut. Bien, effectivement, regardez le circuit, partez de E2, imaginez qu'il y a du courant qui part de la grande barre de la pile E2, puis allez-vous-en vers la pile E1, ben, vous voyez qu'on la traverse dans le bon sens, là, que ce courant-là est favorable, il va prendre une deuxième aire d'aller avec la pile E1. Ce qui n'est pas le cas de la pile E3. Là. Imaginez du courant qui part de E2, puis faites-le circuler vers E3, mais là je vais traverser dans le mauvais sens si on veut. Donc j'ai comme deux piles qui vont se combiner, donc ils vont créer un bon potentiel. Dans ce temps-là, je vais avoir tendance à les dessiner toutes les deux de ce côté-là, le côté qui fait gagner du potentiel. Donc j'ai ma pile E2 la plus importante que j'ai dessinée ici, mais E1 va se combiner avec elle pour faire élever encore plus le potentiel. Okay. Donc je peux commencer à dessiner peut-être à partir de E1 justement. Donc souvent je dessine un courant qui circule. Je ne l'aurais peut-être pas identifié immédiatement comme étant le courant de la pile E1. J'aurais attendu de voir qu'est-ce que je vais dessiner ensuite. Quand on part de la pile A1 et qu'on regarde le circuit qui est dessiné, immédiatement j'ai un choix qui peut se faire. J'ai deux chemins possibles. Soit que je passe dans la résistance R1, ou soit que je m'en vais passer dans la résistance R2. Si j'ai passé dans la résistance R1, regardez le dessin qui vous est proposé, ben après R1, je m'en vais, si je veux, ça ne veut pas dire que je vais faire ça, mais j'ai un chemin possible pour aller du côté de la grande barre du E2. Regardez le dessin qui vous est proposé par Séguin. Donc, traduit dans ma façon de dessiner ça de haut en bas, c'est le chemin qui est ici. Donc, après R1, je peux m'en aller directement à la pile. Souvent, je me prends un crayon jaune là, pour montrer les chemins que j'ai réussi à traduire sur mon nouveau schéma, si on veut. Si j'avais choisi de passer par R2, ben, je m'en vais voir sur mon chemin après R2, où suis-je rendu? Ben, je suis rendu sur la petite barre du E3, si on veut, là, sur le côté négatif de la pile E3. Donc, j'ai dessiné un dessin ici. Étant donné que c'est une pile, j'ai toujours tendance à dessiner mes piles petite barre puis grand barre, là, la grande barre faisant élever possiblement le potentiel. Donc j'ai dessiné ma E3 en bas ici. Et après avoir passé dans la pile E3, je m'en vais vers R3. Donc R3 est dessiné en haut ici. Après R3, ben, regardez le dessin proposé par Séguin. Entre autres, je peux me retrouver entre les deux piles comme tantôt. Puis je me retrouve aussi à pouvoir repasser dans R1, essayer de faire le lien avec le dessin de Séguin, mais je l'aurais dessiné comme ça ici. Et évidemment, le côté négatif de E3, regardez le dessin, il y a un chemin conducteur qui s'en va jusqu'au côté négatif de E2. Vous voyez ça sur le dessin de Séguin.
Évidemment, ça demande beaucoup d'expérience pour réussir à les redessiner comme ça. Mais pour moi, à quelque part, c'est un jeu. Hein, il y en a qui aiment les, comment on appelle ça, les casse-têtes chinois, là, les sudoku, puis toutes sortes de jeux d'esprit, pas d'esprit, mais en tout cas d'habilité, comme ça. Moi, je faisais mes sudoku en redessinant des dessins. Euh, Ça demande de l'effort, mais c'est qu'après ça, l'analyse est très très simple et qu'habituellement, je vais dire que ça, c'est mon point potentiel le plus élevé qui se trouve être dessiné en haut et que je m'attends à ce que les courants descendent. Donc, je mets tous des courants descendants dans toutes les branches. Malgré tout ça, malgré cet effort-là, des fois, je vais arriver qu'il y a un courant qui n'est pas dans le bon sens, mais généralement, ça va me donner immédiatement euh, une analyse où il n'y aura jamais de signes négatifs qui vont apparaître. Prochaine étape, quoique là, quand je les décache comme ça, ils ont l'air à tous apparaître en même temps, mais je rajoute mes courants par-dessus. Donc, à tous les endroits où j'ai des courants vraiment différents. Ici, il y a un courant unique qui est le courant I1. Évidemment, dans cette branche-là, il y a un courant unique, excusez, que j'appelle I2 parce que c'est la résistance R2. Ici, il y a un courant unique qui passe là-dedans. Je vais l'appeler I3 parce qu'il y a une résistance. Évidemment, il y a un courant qui passe ici, qui est un courant différent de I1, là, parce qu'il peut se séparer en deux ici. Fait que c'est un courant que je donne un nom différent. Il n'y a pas de résistance pour le nommer, donc je l'ai appelé le courant qui est dans la pile. Et c'est pas le même courant qu'en bas ici, parce que le courant qui potentiellement arrive ici peut se séparer. Donc, il y a un autre courant que je dois clairement identifier, c'est le courant qui passe dans la branche ici. C'est une branche sans résistance, donc je l'ai appelé I pile 2, si on veut, I2. Et un coup que j'ai refait mon dessin comme ça, la prochaine chose qui est apparue, c'est à quel endroit que j'allais mettre un potentiel égal à 0. Donc habituellement, moi, pour que les calculs soient le plus simples possible, un coup que c'est redessiné comme ça, l'analyse la plus simple, c'est de mettre la mise à la terre en bas complètement. Et là, j'ai, en faisant le problème, ou immédiatement, au moins mis des points de référence différents. Donc, ça, pour pouvoir en parler dans mon problème, j'ai appelé ça le point de potentiel A. J'aurais dû écrire VA, là, comme mentionné tout à l'heure, d'aller, au lieu de mettre juste des A, de mettre VA, puis là, je devrais changer pour VE ici. Donc ici, il y a un potentiel différent, parce que je passe à travers un élément. Je passe à travers un élément, j'ai un potentiel différent ici, je devrais l'appeler VB. Mais évidemment, c'est le même potentiel sur tout ce fil conducteur-là, tant que je ne rencontre pas d'autres éléments. Je traverse un élément, mais de toute façon, tout ce fil conducteur-là, c'est le même potentiel électrique. Je traverse aucun élément, donc je l'ai appelé le potentiel VD, si on veut, que je devrais écrire ici. Ce fil conducteur-là, ben, c'est le même que tout ça, donc je n'ai pas de nouveau potentiel à écrire. Là, toute cette partie-là ne traverse aucun élément électrique, donc ils sont tous au même potentiel. Il y a ici que je traverse un élément, donc j'ai un potentiel différent de ce côté-ci. J'ai un conducteur là, qui est isolé par deux éléments électriques. J'ai plusieurs courants à chercher. Je vais probablement arbitrairement décider de calculer le courant I1 et je vais utiliser la loi électrique de base, là, la loi d'Ohm, V est égal à RI, pour des résistances. Donc delta V dans une résistance est égal à la résistance justement fois le courant de la résistance. On passe à la prochaine page où j'applique cette loi-là que je viens d'écrire pour la résistance R1. Donc, delta V1 va être égal à R1 fois le courant de I1. Je regarde ici combien d'items que je connais là-dedans. Delta V1 est inconnu, la résistance est connue fois I1. Donc, j'ai une première équation d'établi, mais qui a deux inconnus dedans. L'inconnu recherché plus l'autre inconnu qui me cause problème pour l'instant, c'est un delta V. Donc, l'autre outil que j'ai pour calculer des delta V, c'est les différences de potentiel, V final moins V initial. Je vous rappelle que ce delta V-là, il était établi à partir de la loi d'Ohm, donc c'était un delta V1 positif. Donc, je vais vouloir, avec ce deuxième outil-là, obtenir un delta V1 positif, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un V final plus grand que le V initial. Oups, petite erreur. Ici, on la corrige sur le fly. Donc ici, c'est V initial. Donc, pour identifier justement mes deux points de potentiel final et initiaux correspondant à delta V1, je vais aller sur mon graphique. Donc, le delta V1, c'est la différence de potentiel aux bornes ici. Je veux une fin de parcours plus élevée, donc je vais être de ce côté-là. Ma fin de parcours, ça va être D. Puis le début de parcours, ça va être B. Fait que je vais partir de B plus des delta V pour me rendre jusqu'à D. Ça va correspondre au delta V1, puis ça va me donner une valeur positive. Donc ici, j'ai écrit que le V final, c'était VD moins le V initial, VB. Malheureusement, nouvelle équation, deuxième équation, mais ça rajoute deux nouvelles inconnues, VD et VB. On voit que c'est toujours à peu près la même stratégie qui revient. Loi d'Ohm, delta V
après ça cette formule-là, mais inversée pour avoir le V final en fonction de quelque chose. Donc V final est égal à V initial plus D delta V, que je vais appliquer à VD. Donc, première chose que je veux faire, c'est VD, que je vais partir d'un potentiel connu. Mais le potentiel connu, c'est le potentiel qu'on a fixé à 0, donc c'est VA. Et là, il faut que j'aille sur le dessin pour voir qu'est-ce que je traverse pour me rendre jusqu'à VD. Donc, sur le dessin, je pars d'ici, puis je vais me rendre en haut là. J'ai plusieurs chemins possibles, mais l'intérêt, c'est de prendre le chemin le plus simple possible et le chemin où il y a le plus de choses bien connues. Des différences de potentiel bien connues. Mais si je vais par ici, ça c'est une différence de potentiel connue. Je gagne du potentiel, je gagne un potentiel connu et je suis rendu à VD. Donc mon chemin que j'ai choisi, c'est VA plus la pile E2 plus la pile E1. Quand je regarde, c'est des chiffres connus. Le VA, on l'avait fixé à 0, plus 8, plus 4. Donc c'est une troisième équation et tout est connu dedans. Donc je demeure à 4 inconnus. Je pourrais même écrire la réponse si je voudrais. Donc VD réglé, l'autre le VB, un peu la même chose, VB plus quelque chose, possiblement VA, mais je vais aller sur le dessin pour me le confirmer. Donc je veux trouver le potentiel à VB. Présentement, je connais le potentiel VA. Je connais aussi maintenant le potentiel VD, puisque je l'ai calculé tout à l'heure. Donc, mais la façon la plus facile de s'y rendre, moi je dirais que c'est par ici. Je vais passer à travers une différence de potentiel connue, j'en ai rien qu'une. Donc, c'est le chemin que j'ai possiblement choisi. Donc, je pars de VA plus la pile E2, puis je suis rendu à VB. Donc, VA valait 0, puis VB, pas VB, mais la pile 2 vaut 8 volts. Donc, tout est connu. Je pourrais même écrire la réponse immédiatement. Ce n'est pas des calculs compliqués. Donc, c'est ma quatrième équation à 4 inconnus. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre. On a tout fait ça pour calculer I1. Donc, je peux le rentrer directement dans une calculatrice ou faire les calculs mentaux très compliqués qu'on a dans cette équation-là. Mais en bout de ligne, la calculatrice nous le donne sans erreur et ça nous donne un I1 de 2 ampères. Puis en même temps, nous donne les réponses. Le 8 qui était ici, le 8 plus 4, le 12 qui était là, puis le delta V1 qui est l'un moins l'autre. C'est toutes les réponses qu'on a ici. Et quelqu'un qui aurait voulu faire les mathématiques, sont faites en tour. Plus compliqué un petit peu, mais il y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir cette habilité-là. Les futurs gens qui vont nous faire des sciences appliquées du type ingénierie informatique, etc. I1 est réglé. Je veux calculer I2 maintenant. Mon prochain, c'est I2 ici. Donc, un peu la même stratégie. Loi d'Ohm plus le delta V après. Donc, loi d'Ohm en premier appliqué à R2. Donc, delta V2 est égal à R2 fois I2. Je regarde qu'est-ce qui est connu là-dedans. Le delta V2 n'est pas connu. Mais le R2 est connu fois I2. Prochain outil que je vais prendre, c'est de calculer mon delta V2, justement. Je vous rappelle que je veux une valeur positive, donc il faut que mon V final soit positif par rapport à mon V initial. Donc le delta V2, c'est la différence de potentiel aux bornes ici. Le côté qui est à plus haut niveau, c'est VD. Le côté qui est à plus bas niveau, ça se trouve être directement VA. Donc ici, je vais dire que c'est VD moins VA. Je l'avais mal caché tout à l'heure, mais delta V2 va donc être égal à VD moins 0. Il y a le VD que je n'ai pas présentement. Faux, je dis que je ne l'ai pas présentement. On l'a calculé tout à l'heure. Donc, on avait une équation pour VD en haut. Là, il est égal à 12 volts. On a obtenu la réponse tout à l'heure. Donc, dans cette équation-là, le VD, je me trouve avoir une troisième équation ou une troisième valeur déjà connue. Je peux tout rentrer ça dans une calculatrice. Donc, l'équation ici, plus l'équation ici, plus l'équation ici ou la valeur. Puis, la calculatrice va me donner I2, qui est égal à 3 ampères, plus delta V2. Donc, tout est connu pour obtenir mon deuxième courant. Ou encore, je fais les traitements mathématiques là, pour obtenir une réponse que je pourrais programmer à quelque part. Le problème se poursuit à la page 96, donc I1 réglé, I2 réglé. Donc, je recule de 2 pages pour aller voir maintenant, je veux calculer I3. Malheureusement, je ne peux pas utiliser la somme des nœuds. Si j'aurais 2 courants connus à ce nœud-là, je pourrais analyser les nœuds. J'aurais le courant ici qui rentre, le courant qui rentre, puis le courant qui sort. Mais ce courant-là n'a pas été calculé encore. De l'autre côté, ça ne me donne rien si ce n'est pas un vrai nœud. Donc, je ne peux pas prendre la loi des nœuds. Je vais être obligé de garder pratiquement la même stratégie. C'est-à-dire de faire la loi d'Ohm. Delta V3 est égal à R3I3. De remplacer delta V3 par le plus haut potentiel VB moins le plus bas potentiel VE.
Et après ça, de dire est-ce que VB est connu, est-ce que VE est connu. Donc, ça, je viens de vous résumer la stratégie. On la refait ici, donc, la loi d'Ohm pour R3, delta V3 est égal à R3 I3. Qu'est-ce qui est connu là-dedans? Seulement la résistance. Donc, delta V3 est égal à 2 I3. C'est ma première équation avec deux inconnus. Un autre outil pour calculer l'inconnu qui me donne problème, qui est le delta V3, que je vais faire en partant d'un potentiel élevé du côté de la résistance, qui était le potentiel de VB, moins le potentiel bas du côté de la résistance. Donc, on a vu que c'était VE. Retournez sur le dessin s'il faut, là, pour vous en convaincre. Ça me fait une deuxième équation, mais j'ai rajouté deux nouvelles variables, deux inconnus. Sauf que ces inconnus-là, VB est déjà calculé précédemment. J'aurais pu réécrire, sauver de l'espace, j'écris juste 3 petits points. Donc, j'ai déjà une équation disponible pour VB. Et ça me prend maintenant une équation pour VE, que elle, je n'ai pas utilisée encore. Donc, il faut que j'aille sur mon schéma. Puis voir VE, est-ce que c'est calculable facilement? Ben, je peux partir de VA connu, puis je traverse juste une différence de potentiel connue. Donc, VE est égal à VA plus cette différence de potentiel-là. De retour à 96, donc VE va être égal à VA plus la différence de potentiel. Donc, VE est égal à 0 plus le 5 volts de différence de potentiel. Donc, c'est ma quatrième équation inconnue. J'ai tous les outils ici. Pour aller dans une calculatrice ou pour le faire mentalement, c'est tellement simple aussi, là, mais rigoureusement, ça serait des chiffres compliqués. Je pourrais tout pitonner dans une calculatrice et elle me donnerait la réponse pour I3. Maintenant, je dois calculer également les deux autres courants qu'il y avait dans le circuit. Courant qui passe ici dans la branche, ici, et courant qui passe dans la branche, ici. Commençons par celui-là d'en haut. Parce qu'il y a un, le premier, on va prendre celui qui a un dedans. Donc, je peux soit l'analyser par rapport au nœud D. Ce courant-là se sépare dans ces deux courants-là connus. L'analyser en arrière ici, ça aurait été pas tout à fait un choix judicieux, parce que ce courant-là, c'est le résultat du courant qui arrive ici et du courant qui arrive là, mais aussi du courant qui part. Donc, ici, à ce nœud ici, si on veut, parce que ça, c'est tout le même nœud B, il y a 4 courants. Un qui part, un qui arrive, un autre qui part. Donc, je vais plutôt choisir de l'analyser par rapport au nœud D, parce que c'était un courant puis deux qui part connus. Donc, retournons à la page 96. Ça, c'était les mathématiques, comme toujours. La loi des nœuds. Donc, au nœud D, les courants sortants, on a vu que c'était I1, I2 qui sortaient au nœud D. Et j'avais mon IE1 qui rentrait au nœud D. Et si je regarde mathématiquement, ben, pas très compliqué à résoudre, là. IE1 va être égal à 5 ampères. Il reste le courant IE2. Donc, je peux analyser au nœud ici, on a dit qu'il y en avait 4. Puis vers l'arrière, ce courant-là, c'est le courant I3 plus le courant I2 qui se combinent pour donner... Fait que je le trouve encore, je pense, plus facile vers l'arrière que de le prendre à un nœud où il y a 4 affaires puis que c'est pas évident pour les étudiants de voir qu'il y a 4 courants à cet endroit-là au total. Tandis qu'ici, c'est comme plus clair de dire j'ai ce courant-là, ils se combinent pour donner ce courant-là. Donc 96, loi des nœuds au nœud A. Le courant sortant, c'était mon IE2, puis c'était la combinaison des deux courants entrants, I2, I3. Évidemment, c'est tous des courants connus, donc réponse finale, 4 ampères. Et je peux, pour le fun, puis aussi pour aller se convaincre, utiliser le nœud que je n'ai pas utilisé pour vérification du calcul. Donc, quand je m'en viens ici, le gros nœud qu'il y a ici, il y a plusieurs courants en jeu. Là, quand je regarde toute la barre ici, il y a un courant qui part, E1, il y a un courant qui arrive, IE2, il y a un courant qui part, I3, puis il y a un courant qui rentre. Donc, j'ai lui qui rentre, puis j'ai lui qui rentre. I1, IE2, puis les sortants, j'ai IE1, puis I3. Regardez ça à l'esprit, il y a les deux pages s'il faut, ce que je ne peux pas faire à l'écran. Mais au niveau des courants sortants, on avait IE1 qui sortait, puis I3, puis entrant, on avait IE1, puis IE2. Si je mets les valeurs qu'on vient de calculer, ben, ça confirme là, que je n'ai pas fait d'erreur de courant.